Est-ce qu'on a mesuré aujourd'hui à quel point l'école dans laquelle on envoie nos enfants est déconnectée des métiers qu'ils vont exercer plus tard? Moi, je voulais vous poser une question. Pourquoi, d'après vous, on sonne la cloche à la fin de la journée de classe? D'où ça vient? Ouais, d'où ça vient? Bon, c'est pour signaler, j'ai pas d'autre idée pour signaler que c'est terminé. Oui. L'horaire, quoi. C'est comme la cloche de l'église. Non, c'est comme la cloche de l'usine. Parce qu'en fait, ça D'accord. s'est structuré à la même période, au 19e siècle, dans la révolution industrielle. Et donc, c'est la cloche de l'usine qui signifiait la fin de la journée de travail. Donc, ça montre aussi que ça s'est structuré dans un siècle qui est certainement dépassé. Et entre-temps, il y a eu des choses incroyables qui sont arrivées, qui est notamment la connaissance universelle. Je la tiens dans ma main. Ça aurait pu être le kiff de Diderot d'Alembert, quoi. S'il avait eu ça, pour l'encyclopédie, il aurait vraiment bien kiffé, quoi. Donc ça traverse la structuration qui a été posée au 19e siècle. Donc, on est dans une zone de perturbation. Et donc, l'école, elle doit se trouver une nouvelle forme, elle doit se reformer, voire se réformer. Et moi, il y a deux grosses raisons pourquoi il y a une urgence à ce qu'elle le fasse vite. La première, c'est que 70% des métiers que les jeunes vont avoir à faire, qui rentrent aujourd'hui à l'école, n'existent pas encore. 70% des métiers que les gens vont faire n'existent pas. Non, pas encore. Et dans le même temps, il y a 47% des métiers qui existent, qu'on pratique encore, qui vont être complètement bouleversés par la robotique et le fait d'être Des métiers qui vont mourir, quoi. Il y a des métiers qui vont complètement changer, voire mourir. D'accord. Donc ça, c'est une urgence à se réformer. Et l'autre chose, c'est qu'elle a perdu un monopole, l'école. C'est que jadis, c'était l'unique endroit où les enfants connaissaient le monde. Et maintenant, il y a 1000 canaux d'information et des plus intéressants, peut-être des plus colorés, des plus récréatifs et plus ludiques que l'école qui, encore une fois, s'est structurée dans le 19e siècle, voire même avant. Et il y en a plein. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des mariodes, il y en a partout dans l'éducation nationale. Donc il y a des conspiratrices et des conspirateurs positifs qui changent de toute façon la manière d'enseigner. Il y a des gens qui sont des héros du quotidien et qui transforment ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, dans d'autres pays, le système, il commence à changer. Par exemple? Le Danemark. Le Danemark, ils ont mis obligatoire des cours d'empathie. Les cours d'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, l'empathie. Donc il y a des cours obligatoires d'empathie, 1 heure par semaine, au même titre que la grammaire ou que les langues étrangères. Et comment on le fait concrètement? Il y a plein d'exercices. Par exemple, il y a se mettre à la place d'eux. Moi, à ta place, Luc, je ferai ça. Je te donne une forme d'information de comment je perçois ton problème et comment je perçois éventuellement la solution. Ce n'est pas du dogme, je te donne juste un conseil. Il y a comment on résout ensemble un problème commun. Autant de petits exercices, finalement, d'appréhender l'art de vivre ensemble. Donc ça, c'est obligatoire par l'éducation nationale. C'est intéressant quand même. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que nos jeunes ont changé, les jeunes ont changé, et que en même temps que l'empathie diminue, ça a été vérifié, le narcissisme augmente. Et donc, moins d'empathie et plus de narcissisme, mais ça fait des gens déprimés, en fait. Donc, il y a un tiers des collégiens américains qui sont déprimés et qui se renferment sur eux-mêmes. Les Finlandais sont allés encore plus loin, ils ont réformé le but de l'école. Et pour eux, ils disent, le but de l'école, c'est 4 chantiers prioritaires. D'abord, c'est comprendre le changement du monde, technologique, mais aussi climatique, donc être lucide sur le monde tel qu'il est. Et puis, il y a un changement de rapport à l'élève. L'élève, c'est pas celui qui reçoit, c'est celui qui participe, qui co-construit. Il peut proposer, alors. Il peut évidemment proposer, et c'est aussi celui qui fait avec l'autre. Aujourd'hui, on est quand même dans un système où copier, c'est grave. Là, on va inviter non seulement à copier, mais à converger pour aller construire quelque chose. On est encouragé à collaborer. Et viens, en plus, tiens, je te l'offre, et on va faire quelque chose d'autre. Donc on travaillera plus en équipe, c'est ça l'histoire. Exactement. Et donc le rôle de l'enseignant à transformer, c'est pas seulement un dispenseur de savoir, c'est quelqu'un qui accompagne. Et ça rappelle la vieille phrase de Montaigne, éduquer, c'est pas remplir un seau, mais allumer un feu. Donc on retrouve finalement quelque chose qui faisait la grandeur de l'éducation au temps des humanités. Puis le dernier truc, c'est qu'il faut changer l'apprentissage. Ils le font. Les modes d'apprentissage, c'est des petits groupes de 15 enfants qui se réunissent par intérêt, par goût, par envie, par aventure et qui font des projets qui les passionnent. Donc la motivation, elle revient. On y va à reculons. Vous y allez à reculons, j'y allais aussi de temps en temps à certains cours. Là, il faut donner l'envie d'avoir envie, pour paraphraser un philosophe célèbre, un chanteur. Exactement. Donc ça ressemble un peu à l'école Ça ressemble un peu à l'école d'Harry Potter, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, en groupe, en mode projet. Et moi, j'ai un rêve, c'est que l'éducation nationale française mette des cours de futur à côté des cours d'histoire. Les cours d'histoire, on en a depuis le début. Ça nous apprend ce qu'ont fait nos ancêtres. Et bien moi, j'aimerais bien qu'on nous apprenne ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Et finalement, historien et prospectiviste, c'est le même métier. L'historien, il vous raconte une histoire qui a dû être, mais il n'était pas là, à côté de Louis XIV ou de Charlemagne quand il en raconte. Et le prospectiviste, celui qui raconte des histoires du futur, il n'est pas en 2040, donc il raconte ce qui pourrait être. Et les deux sont des raconteurs d'histoire. Et qu'on utilise l'histoire ou le futur, c'est un grand prétexte tout ça pour éclairer le présent et surtout pour vous motiver pour que vous soyez acteur de votre propre histoire.
Vous auriez aimé l'avoir comme prof? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Ah, c'est bon. Franchement, ouais. Ah là là, il est bon. Bon, et donc Il des est cours, bon, hein. et Bien aimé, hein. des cours de prospective de notre futur qu'on subit, on a l'impression qu'on subit l'existence. Là, c'est qu'on essaie de l'imaginer tous Là, ensemble. on la prend en main. J'aurais fait mal à la tête, je pense, mais... Avec toutes les Ah, questions. des questions du futur, du passé. Moi, je vais poser d'autres questions. C'est là où on aura un partage de mal de tête. La journée.